Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, El Hadj Ibabari Kamara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Ibabari d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta, c'est très gentil et je dis bonjour à tous vos nombreux éditeurs. Nous recevons également M. Djibril Ning, il est secrétaire général de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections Pacte, également plénipotentiaire de la société civile dans la commission politique du dialogue national et du comité de suivi de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral. Merci M. Djibril Ning d'être là. Merci Mme Binta Diallo. Et bonjour au professeur Ibabari Kamara. Merci. Je suis souvent dans ces débats. Je voudrais saluer vos auditeurs d'abord et vous remercier pour cette invitation à cette belle émission. Merci. Qui permet aux intellectuels d'échanger, de débattre des questions de l'heure en vue de faire avancer le débat national sur les questions enjeux et d'enjeux national. Merci une fois de plus. Merci. L'actualité est marquée bien entendu par le tollé qui a suivi la déclaration de patrimoine du président du CSE, Idrissa Seck. Le document s'est retrouvé dans la presse Ibabari Kamara, ce que la loi interdit du reste. Mais cette affaire remet au goût du jour le pourquoi du comment le pourquoi et le comment nos hommes politiques deviennent très riches une fois arrivés au pouvoir. Et au-delà de tout cela, est-ce qu'il ne faut pas revoir ou légiférer sur l'origine licite de ce patrimoine de nos hommes politiques? Absolument, ça c'est ce que l'on appelle une grosse problématique. Et avant donc de me lancer par rapport à cela, donc j'ai dit un grand bonjour également à mon aîné, Djibril Ning, qui ne cesse d'œuvrer toujours pour la préservation des droits donc des citoyens. Oui. Je suis très heureux également, moi aussi, donc de partager avec vous ce plateau-là. En vérité, Binta, vous avez effectivement soulevé là un gros problème. C'est vrai. Avec cette loi-là sur la déclaration donc de patrimoine, eh bien ceux qui aspirent justement à occuper certaines fonctions doivent effectivement au préalable en fait faire état de leur patrimoine, c'est-à-dire de leurs biens, de manière générale, il faut dire ça. Donc aussi bien du point de vue donc de leurs biens, mais également du point de vue même de leurs obligations, donc les créances et également donc les dettes. Ça déjà, c'est une excellente avancée et pour ça, il faudrait effectivement remercier donc ce régime-là qui a mis ça en place. Mais est-ce que cette mesure-là suffit quand on sait que, en fait, l'OFNAC et également cette loi sur la déclaration donc, de patrimoine, en fait, sont intervenus pour effectivement constituer l'une des mesures phares par rapport même à la lutte contre la corruption. Nous savons tous que nos États, en fait, croupissent, en fait, à cause de quoi? À cause, donc, de la corruption. Et depuis les années, donc, 2003, le monde entier ne cesse justement de trouver des solutions par rapport justement à cette corruption-là qui gangrène donc l'économie ou alors même la gouvernance donc des États de manière générale. Donc en fait c'est une bonne chose et il faut s'en féliciter. Maintenant, est-ce que cela suffit? Il est facile, à mon sens, de venir dire oui j'ai ça. Mais lorsqu'on aspire à devenir, en fait, un fonctionnaire, c'est-à-dire une autorité politique, eh bien, lorsque vous aspirez à occuper donc de telles instances, il faut au moins avoir ce qu'on appelle, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire qu'il faudrait montrer qu'effectivement, il y a la probité, il y a la transparence, tout ça. Et on peut ajouter et renforcer pour dire que, par rapport à cette loi-là, il ne s'agira pas seulement de faire une déclaration, mais également de veiller en fait à apporter donc la preuve de l'origine licite de ces biens-là. On le fait, c'est vrai qu'on ne demanderait pas ça à n'importe qui, mais ceux qui aspirent à occuper donc une fonction publique, au moins c'est le minimum
Et qui gèrent nos deniers publics. C'est ça le problème. Oui. Il ne s'agit pas de dire ceux qui en fait nous les connaissons. Ils ont toujours été en fait au niveau donc du système politique. Donc à un moment donné ils sont enrichis alors qu'avant même qu'ils n'intègrent tout ça là, nous savions exactement quelle était leur situation. Mais donc dans dans une période de moins de 5 ans, on s'enrichit comme ce n'est pas possible. Hein? Donc on amasse beaucoup de milliards et justement il faudrait que l'on veille pour que l'autorité, en fait ça c'est pour une bonne gouvernance, hein, une bonne transparence pour dire, mais en fait il faudrait non seulement nous dire ce que vous avez, mais il faut également parvenir à prouver en fait l'origine licite donc de tous ces biens. Et c'est le même combat que mène en vérité la CREI. Même si en fait on ne cesse de jeter donc la pierre donc à la CREI, mais au niveau de tous les organes de contrôle, mais en vérité l'idée, le principe de base c'est quoi? Mais c'est qu'il faudrait au moins que nous puissions savoir les biens qu'une autorité a. En fait il faut que ces personnes-là puissent justifier leur origine licite. Absolument, puisque la politique au Sénégal est devenue un ascenseur social. Djibril Gning, la déclaration de patrimoine qui doit se faire à l'entrée comme à la sortie au nom de la transparence, mais souvent beaucoup de personnalités assujetties refusent d'aller déclarer leur patrimoine. On avait entendu la présidente de l'OFNAC sur la question. Effectivement, je pense que c'est une problématique majeure lié au développement de notre pays et à l'assainissement des mœurs politiques. Non seulement il y a eu la Commission nationale pour la non-transparence, la concussion et la corruption en 2006, mais le Sénégal a fait un autre pas pour mettre en place l'OFNAC. En plus de ça, il y a que le Sénégal est signataire de la Convention des Nations Unies 2003 sur la déclaration de patrimoine, sur la transparence. Il y a les textes de la CEDEAO. Il y a également les textes de l'Union africaine. Le Sénégal est signataire de tous ces textes-là, toutes ces lois et ces conventions, ces traités sur le plan international et sur le plan national. Mais ce que l'on constate, c'est que non seulement cette déclaration n'est pas effective, ou en tout cas elle se fait difficilement. Vous avez fait référence tout à l'heure à Seydou Mouya Diakhaté qui se plaignait, qui avait fait le point et qui avait montré qu'il restait une vingtaine, je crois, qui n'avaient pas souscrit, qui n'avaient pas fait cette déclaration. Mais lorsque même cette déclaration elle est faite, il n'y a pas le contrôle nécessaire, n'est-ce pas, pour vérifier la licéité des biens déclarés et des montants déclarés. Il faut alors légiférer sur ce point. Non, déjà, il y a un point sur lequel la loi est claire. Oui. La loi dit que la déclaration doit être faite, soit envoyée par pli recommandé avec accusé de réception, soit déposée directement à l'OFNAC, avec les pièces justificatives et une note explicative. Par conséquent, si c'est fait comme tel, l'OFNAC doit être en possibilité, en capacité de vérifier, n'est-ce pas, la licéité. Est-ce que cette vérification, elle est faite? Mystère et boule de gomme. Il y a ça. Il y a maintenant les insuffisances de la loi qu'il faudra certainement corriger parce que l'OFNAC n'a pas de pouvoir de sanction. Ce qu'on lui demande, c'est de collecter les délits et infractions pour la justice. On lui demande de faire des propositions de sanctions lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et autres. Mais là également, on lui dit, si ce n'est pas observé, effectif, de s'en remettre au président de la République. Ça veut dire que l'OFNAC a les mains liées. Alors, ce sont ces choses-là qu'il faut corriger, n'est-ce pas, pour que, sur cette question, le Sénégal puisse faire un pas de géant. Mais, je voudrais mettre en garde également là, il faudra que les gens se battent. Comme dans ce pays, on s'est battu pour les libertés démocratiques. Aujourd'hui, pour la bonne gouvernance également, il faut se battre pour que la reddition des comptes, pour que la redevabilité, pour que la transparence soient des pratiques effectives intégrées dans la pratique
quotidienne de nos gouvernants. Si on ne le fait pas, les forces centrifuges sont extrêmement puissantes, justement, pour non seulement ou contourner la loi, ou faire barrage à la loi. C'est le cas sur l'OFNAC, c'est le cas sur bien d'autres questions dans notre pays, où les forces centrifuges sont là, et compte tenu de leurs intérêts, sont prêts à se battre également, n'est-ce pas? Donc, face aux forces centrifuges, il faut bien que les forces de progrès reprennent la bataille, comme dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, n'est-ce pas, pour faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui sur le plan démocratique. Oui. Est-ce que ces forces de progrès existent toujours? Justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'elles reprennent. Oui. Justement. Ce serait gravissime que ces forces de progrès, toutes baissent les bras, n'est-ce pas? On a l'impression effectivement que c'est cela, et que les forces centrifuges aient un bouloir pour dérouler leurs pratiques, n'est-ce pas? Non seulement dans ce domaine, mais dans bien d'autres domaines. Oui. Alors, la gouvernance sobre et vertueuse avait été promise par le chef de l'État, Iba Barry Camara, mais l'indice de perception de la corruption de Amnesty de Transparency, j'ai fait toujours la confusion, de Transparency International place le Sénégal toujours dans la zone rouge, au rang 45e sur 100, ce qui veut dire et ce qui confirme que nos deniers sont toujours mal gérés. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours en train donc de piétiner, en fait, donc entre 2000 2012 où il y avait effectivement une certaine avancée au départ, mais jusqu'à 2018, eh bien, on est resté sur notre fin. Mais pour dire simplement que, en fait, et j'en profite pour justement féliciter le travail véritablement colossal que mène donc le Forum civil par rapport justement à la lutte contre la corruption. Et justement, je rends hommage à mon ami Birahim Seck, qui œuvre et qui est en fait une personne véritablement en fait de référence, parce que étant véritablement une personne très sérieuse. Donc c'est pourquoi je ne doute pas donc de la pertinence même de toutes les recommandations. Parce que en fait, il en a fait. Il en a fait. Le Forum civil a fait beaucoup de recommandations. Et parmi ces recommandations-là, effectivement, le point sur lequel nous sommes en train donc de débattre, entre autres, effectivement, est mis véritablement en surbrillance. Pour dire simplement que c'est difficile. Tout à l'heure, Binta Moussedi disait que donc il faudrait que les forces centrifuges se lèvent. Mais en vérité, au Sénégal, vous savez, lorsque vous voulez dénoncer, nous savons tous la suite. On vous demande quoi? Si vous n'êtes pas en mesure de prouver vos allégations, directement, on vous place sous mandat de dépôt, directement, on vous juge, on vous prive de vous. Et alors que, bizarrement, ceux qui réclament donc des comptes, sans problème. Et là, je vois que le peuple est là. Là, on agit pour le peuple, mais lorsqu'on est en difficulté, c'est ce que l'on représente, c'est ce qu'on est censé représenter, mais ne piquons au contraire. La passivité du peuple. On vous êtes en fait la paix pour vous dire que lorsque vous avancez donc des choses, mais non, parce que vous savez, en matière de corruption, Binta, il n'y a rien de plus compliqué pour apporter donc la preuve. On ne peut en vérité que faire, que se référer à ce qu'on appelle la présomption. Et on semble oublier que la présomption, notamment du fait de l'homme, est un mode de preuve. Et justement, à la matière, on toujours jeter l'opprobre sur la grille. On dit qu'il y a un renversement de la charge de la preuve. Moi, j'ai dit non, il n'y en a jamais eu. Vous êtes censé avoir en fait des biens, on sait quelles sont donc vos ressources en fait connues. Mais à partir donc de ces ressources-là, on sait que vous ne pouvez pas avoir donc la masse de biens que vous avez maintenant. Et on vous demande juste, mais si l'origine est licite, mais il faut en apporter la preuve. Parce que vous qui avez donc beaucoup d'argent, c'est vous qui êtes à même de pouvoir prouver. Et on dit que non, tant que les autres en fait ne prouvent pas, on n'est pas en phase avec les libertés. Moi j'ai dit, par rapport à la corruption, ce n'est pas en fait une démarche ordinaire. La CRI, c'est vrai qu'on dit que oui, c'est une juridiction d'exception qui ne devrait pas exister parce que contraire aux droits de l'homme. Je veux bien, mais ceux qui gèrent nos deniers publics et qui ne laissent pas de traces
Parce que lorsque parce que vous ne verrez jamais quelqu'un donc qu'on veut corrompre, dire que oui, je suis corrompu. Mais non, ça ne se fait pas. Parce que là, ça se passe par des pots de vin. Ça ne laisse pas de traces. Maintenant, comment pouvons-nous prouver matériellement, suivant donc les modes traditionnels donc d'administration donc de la preuve, comment peut-on effectivement prouver? Mais donc c'est pourquoi je considère que il nous faut changer donc de démarche. C'est-à-dire que par rapport à la lutte contre la corruption, il nous faut des méthodes exceptionnelles pour réprimer tout ça. Et donc là, de ce point de vue, sensibiliser en réalité ceux qui sont en fait, je veux dire, les populations. Et ceux qui doivent veiller à ça, ce sont quoi? Ce sont les membres de la société civile. Oui. Et il ne faut pas trop vite se décourager. C'est une œuvre difficile que de conscientiser. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut avoir donc des antennes au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque région, au niveau de chaque département. Et là, sensibiliser donc les jeunes, etc. Sensibiliser donc les populations. Et de ce point de vue, il arrivera un moment où, même si la corruption ne peut pas disparaître, au moins on sera mieux outillé, pour faire. En tout cas, c'est la société civile qui est directement interpellée, mais l'IPC de Transparency International a fondé son rapport sur le fait que le Sénégal est resté 45e et n'a pas bougé au rang de 45 sur 100 parce que le président de la République n'a montré aucune volonté et a d'ailleurs mis son coude sur certains dossiers de délinquants économiques. Tout à fait. Présumés. Je voudrais enchaîner sur ce que M. Barry, le professeur Barry, disait tout à l'heure à propos... Kamara. Ah oui, c'est ça. Kamara. Sur le forum civil, pour lui rendre hommage une fois de plus. Et rendre hommage à Mohamed Mbouch, avant Birahim, qui a d'ailleurs beaucoup contribué à encadrer Birahim et bien d'autres qui sont là-bas. Absolument. Un grand homme. Et dire également que le Forum civil est membre de la PACT. La PACT regroupe 7 organisations. Et ça, c'était l'idée d'ailleurs de Mohamed Mbouch. D'ailleurs, qui a tout fait et pour me proposer moi au poste de secrétaire exécutif de la PAC. Alors que je lui disais que, puisque c'est votre idée, vous êtes bien placé pour diriger cette plateforme. Vraiment, une fois de plus, je lui rends hommage non seulement pour l'idée qu'il a eue pour la création de la PACT, mais tout ce qu'il a fait pour se battre, n'est-ce pas, contre la corruption, la concussion et la non-transparence. Il a passé le témoin à Birahim, et Birahim a le profil de l'emploi. C'est sûr. Et il est en train de se déployer dans tous les sens, n'est-ce pas, pour faire avancer notre pays dans ce domaine-là. Je salue également son combat, et je salue tous ses compagnons avec qui il œuvre, n'est-ce pas, jusqu'à présent dans ce domaine. Il faut là aussi préciser qu'on peut verser au compte du Forum civil la loi sur la déclaration de patrimoine, n'est-ce pas, sur la transparence également. Le Forum civil a travaillé après l'alternance étroitement avec le gouvernement et même avec le président de la République pour faire en sorte qu'il y ait ces lois-là, que le Sénégal puisse faire un pas dans ce domaine-là. Mais malgré tout, comme vous dites... l'indice de perception, à partir de l'indice de perception, le Sénégal piétine et se retrouve calé au niveau de la 45e place pour les raisons que nous connaissons, que nous avons déjà indiquées. C'est-à-dire que les textes sont là, mais il y a une impunité manifeste et il n'y a pas de volonté et de rigueur dans le contrôle. Alors c'est à ça qu'il faut mettre fin. Alors c'est pourquoi le Forum civil et toute la société civile d'ailleurs ne sont pas au bout de leur combat, n'est-ce pas, au bout de leur peine. Il faudra que le combat continue sur ça. Mais je pense que c'est l'affaire de tous les Sénégalais. Il faudrait que, même dans les écoles,
que ça soit une culture, le problème de la corruption. Parce que comme il disait, c'est une question extrêmement complexe, qui est même une question de société, de culture, au-delà du gouvernement et des pratiques au niveau de la gouvernance. Parce que ceux qui sont des dirigeants ne sont pas sortis ex nihilo, ils viennent de notre société. Et les gens qui sont là sont récusés pour ça. On les combat, on les enlève. Les gens qui viendront feront la même chose ou feront pire. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre société comme dans beaucoup d'autres sociétés. Alors je pense que si dans les écoles, si non seulement il y a la sensibilisation au niveau des jeunes, des populations, etc., mais que dans les écoles, on intègre dans les curricula cette question de la corruption, c'est du civisme. Cela permettra de générer au fur et à mesure une culture, n'est-ce pas, qui permette d'avoir les bons comportements par rapport à la corruption. Comme au Japon, quelqu'un qui fait une petite infraction de détournement, il est jeté aux gémonies, il fait l'objet d'un rejet par l'ensemble de la société, en plus des sanctions qu'il va recevoir pour ne plus exercer aucune fonction publique ou privée. Je pense que c'est ça la bonne démarche, la bonne stratégie qu'il faut faire. Donc, notre pays n'est pas encore sorti de l'auberge, de l'ornière sur cette question. Il faudra que le combat continue pour enregistrer d'autres avancées pour solder cette question. Ce n'est pas seulement le problème du Sénégal, c'est le problème des pays africains, des États africains et de bien d'autres États. Mais plus des pays africains. Parce que depuis l'indépendance, les indépendances, nos pays ne sont pas sortis de ce que j'appelle la transition politique entre l'indépendance formelle et la souveraineté nationale. On se cherche toujours. Nos pays pataugent 50 ans après dans cette transition-là. L'une des causes, justement, profondes, structurelles, c'est cette corruption et cette non-transparence qui gangrène toute l'économie et qui gangrène toute notre société. Je voudrais dire un mot sur la CREI. Oui. À moins que vous vouliez relancer. Allez-y. Alors, sur la CREI, je pense qu'effectivement, ça a été un bon instrument imaginé. Mais vous avez vu, Abdou Diouf l'a soulevé une seule fois avec un dirigeant de notre pays, n'est-ce pas? Et aussitôt après, avec ses forces centrifuges dont je parlais tout à l'heure, il a baissé les bras. On a dit que les dossiers étaient perdus au tribunal. Et c'est arrêté. Et ça a été repris par Wade. Wade l'a laissé en l'état et Macky Sall l'a repris. Il y a eu une levée de bouclier aussi contre ça, contre le renversement de la preuve et contre le fait qu'il n'y ait pas d'instance de recours. Je pense qu'effectivement, la CREI doit être réformée, mais ne doit pas être supprimée. En matière de corruption, le renversement de la preuve, c'est ça qui permet d'arriver au bout. Je pense qu'il faut donc maintenir ça, créer une instance, une possibilité de recours, n'est-ce pas, et renforcer la CREI en matière... Et les parquets financiers, alors? On a annoncé la réforme. Oui, le président en a parlé là. Faire remplacer voilà, par le parquet mais il ne faudrait pas qu'il y ait double emploi, simplement. Je pense que... Mais là, c'est là où, excusez-moi, c'est là où il faudrait intervenir, parce que, en fait, on croit toujours que ça serait une institution de plus. Oui, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Mais en réalité, ça ne sera pas le cas. Tout à fait. Parce que le parquet financier, en vérité, ne dépendra pas de l'exécutif. Contrairement à ce que nous connaissons avec le procureur, en fait, que nous... Voilà, là, il dépend directement. Mais avec le parquet, lui, il est autonome. C'est lui qui décide de faire des investigations. Vous pensez qu'il pourra être décidé de façon... Non, maintenant, non. Comment? En toute liberté. La question qui va se poser maintenant, Binta, c'est comment sera nommé... Tout à fait. Voilà. Et c'est pouvoir. Donc là, en fait, il ne sera certainement pas nommé par les voies traditionnelles. Il faudrait, par exemple, au sein de la magistrature... qu'il soit nommé par ses pairs. Justement. Par exemple. Ça peut être en fait une excellente solution. Ça lui donnera une liberté, une autonomie totale. Mais sans ça, je vous assure, quelle que soit l'institution qui, en fait, serait actionnée, la corruption, non, elle résistera toujours. C'est sûr. Et au Sénégal, je vous assure, si on parle de corruption, simplement, on parle, en fait, souvent on pense à la grande corruption.
à coups de milliards, à coups de millions. Mais je vous assure, au Sénégal, on est foncièrement mais gangréné. La petite corruption là, ce qui se passe entre donc les sous-fifres là, ceux qui sont censés faire respecter la loi. Mais je vous assure, non mais c'est gravissime. On dit que il faut avoir quoi? Il faut comment dire, mourir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Au Sénégal, on croit que justement, pour aller vite, en fait, faire vite, il faut faire plaisir. Mais si vous passez par la voie normale, mais vous n'aurez pas, en fait, cette distraction par rapport, en fait, à l'autorité. C'est ça, en fait, c'est ce qui est grave. Ce qui veut dire que nous allons toujours vivre avec cette corruption, qu'elle soit grande ou petite. Mais il n'y a aucune volonté aussi pour l'enlever. Mais c'est un problème de culture. Mais ça, c'est qu'il dit, parce que fondamentalement, il faudrait se battre pour ça. Dès qu'on vous nomme à un poste, on dit, bon, il y a un mot collègue. Oui. Et si tu ne fais rien, tu ne distribues pas à coups de millions, tes parents seront les premiers à dire, mais toi, ça ne sert à rien qu'on t'ait nommé. Amulo ben njariñ ñu ngi la tek fi mais do dimbalé ken etc. C'est pas possible. Alors que ce sont les derniers de la... Donc il y a un problème de société et de culture également qu'il nous faut régler comme je disais tout à l'heure. C'est une question extrêmement importante. Donc il y a une question d'éducation des différentes générations. Je pense que avec les générations actuelles, peut-être qu'il est illusoire de venir au bout de cette corruption. Mais je pense que les générations futures, déjà à l'école, il faudrait promouvoir cette éducation, faire de la sensibilisation également avec les populations et mettre en place des sanctions et des dispositifs juridiques. C'est-à-dire c'est à plusieurs niveaux qu'il faut combattre cette question qui est une question tenace. Donc la CREI, pour revenir, doit être revue à trois niveaux. Il y a l'instance de recours qu'il faut de façon indispensable pour rester dans les droits de l'homme. Il y a également un dispositif d'investigation qu'il faut, que ce soit parquet de financiers ou autre. Il faut, on a vu avec les commissions rogatoires par-ci, par-là, qui ne sont pas arrivés à trouver quoi que ce soit. Il faut donc étudier le dispositif, n'est-ce pas, d'investigation, qu'il y ait un dispositif d'investigation extrêmement efficace. Tu vois. Et troisièmement, je pense qu'il faudrait que la nomination de celui-même qui est à la tête de la CREI, justement, qu'il soit nommé peut-être par ses pairs ou autres, qu'il ait suffisamment d'autonomie et d'indépendance pour agir. Mais sans quoi, il sera là, mais il va obéir au doigt et à l'œil de l'exécutif. Oui, il a dit qu'il faut commencer par la base pour pouvoir endiguer tous ces fléaux, la corruption, l'enrichissement illicite. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que ceux qui nous gouvernent fassent de la pédagogie par l'exemple? On a vu ce qui s'est passé, faire de la sélectivité dans les cas de punition et de sanctions. La pédagogie par l'exemple. J'aime bien ceux qui nous dirigent, mais par définition, si on veut véritablement trouver une solution, on ne doit pas en fait l'attendre du côté des politiques. Parce qu'ils vous diront, nous n'allons pas scier la branche sur laquelle on est assis. Je vous assure. Non, mais c'est parce que, vous savez, on parle de financement donc des partis. On parle de beaucoup de choses. En fait, au Sénégal, c'est là où on voit un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il ne doit pas être pauvre. C'est vrai. Mais il ne doit pas non plus être extrêmement riche. Absolument. Mais ici, c'est en fait... mais c'est bizarre, les fonctionnaires sont les plus riches au Sénégal. Et donc là, il s'agit simplement de voir que quelqu'un, en fait, qui vous construit, en fait, un immeuble donc à coût de milliards, alors que son salaire... Mais non, c'est que là, c'est visible. Absolument. C'est manifeste. Donc là, il faudrait permettre, en fait, au Sénégal de veiller, en fait, sur la préservation donc, de ces deniers en leur permettant, justement, de faire des investigations pour savoir. Mais c'est extrêmement grave. Et il faudrait que, si le peuple se lève, et qu'on sait que, au niveau donc de la conscience collective, hein, en fait, on jette l'opprobre sur justement ces gens de pratique. Il va se dire que les politiques vont effectivement suivre. Mais ce ne sont pas les politiques qui vont prendre donc, les devants, jamais. Il faudrait qu'on leur impose donc, de telles solutions. Et pour ça, en fait, ça sera un combat de très longue haleine. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas à coup de dispositions comme ça. Non, non, non. Il faudrait d'abord
installer ça au niveau donc de la conscience de tout un chacun. Il faudra une société civile forte. Les lanceurs d'alerte soient protégés aussi. Ces lanceurs d'alerte là. Oui. Mais il faut qu'ils soient protégés d'abord. Oui. Ça peut être déjà en fait un début de solution. Mais sans problème. Oui. Mais là, en fait, il réagit. Parfois, non, véritablement, je ne sais pas quoi dire. Mais parfois, quelqu'un, on sait qu'il ne se bat pas pour lui, mais il se bat pour le peuple. Mais il est maltraité. Oui. En fait, on le fait subir. Stigmatisé, il est stigmatisé. Et le peuple est là. Mais personne ne se lève pour dire non. Mais surtout donc par rapport aux partis politiques. Oui. Mais lorsqu'on voit que, en fait, on est en train de brimer quelqu'un, en fait, dont le seul tort est de vouloir défendre les intérêts du peuple, mais ce sont les autres membres donc, de la société civile qui se lèvent, mais pour condamner, théoriquement, avec des communiqués par-ci par-là. Et parfois, il est important, mais de passer outre. Oui. Parce qu'avec tout ce qu'on fait, communiquer, tout ça, c'est bon. Mais lorsqu'on voit que le peuple est debout, là, en fait, là, c'est sûr que on peut pousser l'autorité à un tout petit peu reculer. Oui. Mais tant qu'effectivement, on ne verra pas à la protection de ceux-là qui nous défendent, parce que moi, c'est comme ça que je les appelle. Oui. Ils ne dorment pas, ils sont partout, ils sont sous le soleil, ils sont sous la pluie. Tout ça pour nous défendre. Mais pourquoi donc, bonté divine, on doit toujours, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés par rapport, en fait, aux autorités, en fait, que l'on croise les bras. Moi, je dis que non. Et il y a en fait, l'anecdote avec, comment dire, le responsable de SOS Consommation, une fois. Non, je l'ai entendu parler et j'ai compris, parce qu'il a parlé avec rage pour dire que désormais, je ne vais même plus défendre donc, les Sénégalais. Maître Mastornakan. Mais c'est vrai. Oui. Et, non, lorsqu'il parlait, moi je savais que... Il était dégoûté. Mais il était dégoûté. Oui. Mais personne ne pique mot. Un peuple qui est... Mais léthargique, c'est pas bon. Oui. Il faut parfois, parce que le pouvoir, en vérité, le véritable dépositaire, c'est qui? Le peuple. Il faut que le peuple parfois manifeste qu'il est avec telle mesure, ou alors qu'il est contre telle mesure. Oui, un peuple exigeant. Mais c'est tout. Elhadji Iba Barry Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous recevons également Djibril Ning, secrétaire exécutif de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections Pacte. Alors, l'autre actualité a trait, bien entendu, à l'audit du fichier et à l'évaluation du processus électoral. Les experts sont déjà là pour 4 mois pour évaluer, pour auditer. Est-il possible de tenir les locales cette année quand on sait qu'il y a d'autres opérations qui attendent? En 2021. Oui, en 2021. Là, je serai tout de suite. Tout à fait. Mais je voulais, avant de passer à ça, dire un mot sur sur la corruption. Je pense effectivement qu'il faut une autre loi. Oui. À côté de la loi sur la transparence et autres, il faut une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Et les défenseurs, n'est-ce pas, des droits de l'homme d'une manière générale, et ceux qui luttent contre la corruption et la non-transparence. Comme c'est le cas dans certains pays, aux États-Unis, vous avez vu, ces gens-là sont très puissants, protégés, très puissants. Au lieu de les incriminer pour des raisons relatives à la diffusion de fausses nouvelles ou autres. On en a eu un cas avant longtemps, et ça a été justement Boubacar, un cas vraiment malheureux. Très malheureux. Pour revenir sur la tenue des élections. La tenue des élections, cette année. Le consensus au niveau du dialogue politique, c'est que, aussi bien pour la majorité, pour l'opposition, pour les non-alignés que pour la société civile, c'est que les élections puissent se tenir en 2021. Et le président de la République, le 31 décembre également, a dit que son vœu, sa volonté, c'était que ces élections se tiennent en 2021. Maintenant, il est clair que la date du 28 mars c'est pas possible. Ne sera pas respectée parce que l'audit va durer entre 90 jours et 120 jours, 4 mois. Et d'ici 4 mois, on sera au-delà du 28 mars. Donc, l'essentiel, c'est qu'en décalant la date des élections locales par rapport au 28 mars, à la date initiale, il faut se caler à l'esprit du code électoral, notamment
en son article L266, alinéa 1 et 3, qui dit que les élections locales doivent avoir lieu 30 jours avant l'expiration de la 5e année. Mais qu'en cas de force majeure, ces élections peuvent être repoussées, mais on ne doit pas sortir de l'année en cours. C'est pourquoi, la première fois que ça a été reporté pour chevauchement avec la présidentielle, c'était prévu en juin, 19 juin je crois, mais on est allé en décembre, n'est-ce pas? On n'est pas sorti de l'année. Alors, je crois que cette fois-ci aussi, ça devrait être le cas. Et si on le fait, tout le monde sera tranquille parce que... Voilà. Alors, les locales ont quand même été reportées, Babary, à deux reprises. Non, est-ce que vous pensez que, moi, je doute fort. au vu de tout ce qui a été dit, ça va se tenir en 2021? Djibril, oui. C'est que, en fait, moi, vous savez, je suis pour ce qui marche. Mais au regard de ce qui se passe, au regard de l'environnement politique, de l'environnement sanitaire et de toute autre considération, je serai hautement surpris qu'en 2021, que nous ayons nos élections locales. Non, évidemment, il est clair qu'il y a des gens qui manœuvrent aujourd'hui, aussi bien au pouvoir, au niveau du pouvoir, que peut-être même dans l'opposition, pour que ces élections n'aient pas lieu en 2021. Mais pourquoi? Pour des questions d'intérêt. Mais pour aller aux élections, partisans, il faudrait être prêt. Voilà. Et ceux qui sont prêts là. Pendant tout ce temps, il y a même plus. Oui. Il y a des gens qui négocient avec le pouvoir aujourd'hui. Oui, il y a ça. C'est ça le problème. C'est ça l'élément central. Bon, le parti de Réumi était dans l'opposition, dans le dialogue politique jusqu'ici, et a rejoint le pouvoir. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que les élections soient organisées en 2021? On ne les a pas entendus sur cette question. C'est peut-être le cas d'autres organisations également. Mais comme je vous dis, ce qui est heureux, c'est qu'au sein du dialogue politique, le consensus, aussi bien au niveau de la majorité, de l'opposition, de ce qui reste de l'opposition qui est là-bas, des non-alignés que de la société civile, le consensus, c'est que les élections aient lieu dans l'année en cours. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, mon cher? Il faudra débattre. Là aussi, c'est une question de rapport de force. Absolument. Il y en a qui parlent même de couplage. Déjà. Entre les législatives et choses. Oui, mais quand on dit qu'il y a des alliances, il y a des jeux d'intérêt, et tout, c'est quand même grave. Il faut respecter le calendrier électoral républicain. Non, ils ne le respecteront que par rapport à leurs propres intérêts. Tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une bonne posture, c'est sûr qu'ils auront toujours un motif pour reporter à nouveau. Et justement, n'oubliez pas, parce que lorsqu'on parle de couplage, en fait, on a agité l'idée. C'est le PPC que dirige Seydou Diouf. Oui, mais en vérité, lui, il est, il est carrément dedans. Oui. Et il y a également un autre qui fait partie de Benno qui dit que, le président, en fait, ne voudrait pas avoir donc d'élection avant 2024. Oui. Mais il s'y trouve, et en fait, l'autre, il s'y ajoute. Mais cette période-là, à bon dos, vraiment. Pour organiser des élections, il faut avoir des moyens. Et aujourd'hui, le Sénégal sait que le Sénégal n'a pas les moyens. D'abord, il faut faire face en fait à cette pandémie-là. Et c'est peut-être un excellent prétexte pour dire que nous n'avons pas les moyens pour nous occuper donc d'une quelconque élection. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Comment lutter contre cette pandémie-là qui prend des proportions extraordinaires. Sauf que les budgets ont déjà été votés à l'Assemblée nationale quand même. Un budget. Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser le président dérouler son agenda électoral et politique? Mais Binta, la pandémie a bon dos quand même. Qu'on le veuille ou non, mais c'est ça. Oui. Mais en réalité, lorsqu'on vote en fait un budget, il y a toujours par rapport lorsqu'il y a une situation exceptionnelle, lorsqu'il y a donc quelques urgences, donc cette loi-là de finances peut bien être modifiée. Mais là, Iba, il y a deux écoles en fait, en matière de continuité des institutions et de la continuité de la sauvegarde des libertés. Il y a cette école qui, effectivement, pense que lorsqu'il y a menace, n'est-ce pas,
que ça soit sanitaire ou sur la sécurité, on peut suspendre et définitivement les libertés, n'est-ce pas, ou les restreindre de façon très forte. Il y a une autre école qui pense que quelles que soient les menaces, n'est-ce pas, sur la sécurité ou sur les questions sanitaires, il doit être garanti la continuité des institutions et des libertés. Parce que si l'État tombe, c'est encore plus grave, on est encore affaibli davantage. Par conséquent, alors c'est une question d'école. Je pense que notre État est en train de s'inscrire un peu plus dans cette première école dont j'ai parlé, avec la loi d'habilitation, avec ce nouveau régime. Avec la loi de 2021. Là. Voilà, 2021. Qui confère énormément de prérogatives. Voilà, et qui en fait enlève à l'Assemblée nationale des prérogatives importantes. Elle est quasiment inexistante celle-là. Voilà. C'est pourquoi je parle d'école. Tu vois, c'est une question d'école. C'est pas qu'en soi ces lois-là soient mauvaises. Mais il y a une question d'école. En France, vous voyez, les institutions continuent à fonctionner. Les débats à l'Assemblée nationale, même sur la sécurité globale et sur toutes les autres questions, les débats continuent à se faire. Et c'est d'autant plus grave dans notre pays que la loi de 2021 là, a été votée par une trentaine de personnes. Ah oui, alors que peut-être que c'est les dispositions qu'ils ont prises plutôt pour la pandémie. Mais là, il fallait que le système de votation soit revu pour que les gens viennent avec des procurations, peut-être, ou autres, pour que, parce que c'est une loi organique, n'est-ce pas, les 4/5e soient observés, pour qu'on soit dans la pleine légalité, dans la pleine légitimité. Donc je disais, en soi, c'est pas mauvais, mais il faut quand même qu'on respecte un certain nombre de fondamentaux. Tu vois, ça n'a pas été le cas et c'est bien dommage. En tout cas, on est en train de tergiverser sur les locales. Voilà qu'on nous annonce une proposition de couplage des législatives pour 2024. L'Assemblée nationale encore pour 2 ans encore. Les maires déjà sont là pour combien d'années? Leur mandat est terminé depuis très longtemps. Quand même, on ne comprend plus rien. Objectivement, on sait quoi? Que, en fait, cette situation-là de pandémie n'est pas à l'avantage du régime en place. Pour pouvoir aller aux élections, il faut avoir donc des arguments. Mais aujourd'hui, tous les efforts qui ont été déployés ont été un tout petit peu, en fait, neutralisés par cette pandémie-là. Ce qui fait que le régime en place, avec Benno, lorsqu'ils seront en face donc lorsqu'ils seront en face donc des électeurs, ils vont faire étalage de quelle réalisation? Non, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui devrait être leurs arguments de campagne, en fait, a été, ravalé par la pandémie. Donc là, il faudrait, en fait, reporter pour avoir une meilleure posture. Maintenant, lorsque, en fait, on aura réalisé quelque chose qui donne satisfaction, en fait, aux populations, à ce moment-là, on dira aux populations, là, on est là, on est prêt. Mais je vous dis, en fait, lorsque je vous disais que pour aller aux élections, il faut être prêt et ils savent que la situation n'est pas favorable. En attendant que le pétrole et le gaz jaillissent également. C'est ça le problème. Il y a tout ça, il y a beaucoup d'enjeux. La situation n'étant pas favorable, ils ne vont jamais accepter. Et ce n'est pas seulement, en fait, à le niveau à eux, mais il y a également l'opposition. L'opposition, on les a confinés dans des dialogues, etc. Dans des calculs politiciens. C'est extraordinaire. L'opposition est en train de discuter ou la quasi... Je voulais revenir sur la question du fichier. Et du couplage. Oui, et du couplage. Vous savez, dans notre pays, le fichier a fait l'objet de 6 audits. Presque, si vous faites la moyenne, tous les 2 ans ou 3 ans, depuis 2000 jusqu'en 2018. Depuis, donc, presque tous les 5 ans en moyenne, ou tous les 4 ans, il y a un audit du fichier. Alors, on est dans l'opposition, on le demande, on est au pouvoir, on est moins favorable à ça. Et chaque fois qu'il y a élection, on dit que c'est le fichier. Et quand les auditeurs viennent, ils font l'audit et ils déclarent que le fichier peut aller aux élections. À 98%, il y a une marge de 2 ou 3%, etc. Il y a des recommandations par rapport à ça.
Alors, il va y avoir, avec cet audit en cours, 3 audits internationaux. Le reste, c'est des audits internes. En 2000, en 2006, en 2008, ça a été des audits internes. Et maintenant, en 2010, 2011 et en 2018, et cette année, ça va être des audits internationaux indépendants. Alors, je pense que c'est une bonne chose en soi de regarder le fichier, etc. Mais le problème du fichier, au fond, c'est quoi? C'est dans le code électoral L48. Oui. L48 dit que tous les acteurs peuvent vérifier, accéder au fichier et le vérifier. C'est ce que l'opposition réclamait la dernière fois. Mais le problème, c'est que cet article-là prévoit, dans un alinéa, je crois que c'est le dernier, qui dit qu'un décret doit être pris pour fixer l'organisation et le fonctionnement du fichier. Et c'est ça qui n'est pas pris, ce décret. Oui. Depuis Mathusalem. Il faudrait qu'il soit La pris, loi est là. Oui. il faudrait qu'il soit pris pour dire le fichier va être confié à qui, comment la mise à jour du fichier va se faire régulièrement, etc., etc., qui est responsable de quoi, etc., comment les évaluations se feront. Alors, On avait évoqué l'aspect des données personnelles qu'il fallait protéger, je pense. Voilà, il y a tout ça. Donc, oui. il faut que ce décret règle tout ça. Oui. Ce décret règle tout ça, ce n'est pas le cas. L'autre question, c'est qu'il faut faire la distinction entre les opérations électorales et le cycle électoral. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, Termine très rapidement. le cycle électoral, c'est le système électoral, le cadre légal qui fixe comment les élections doivent se faire dans le pays, etc., à travers le code électoral. C'est les organes de supervision et de contrôle, n'est-ce pas, qui sont censés être indépendants. C'est les opérations électorales. Très bien. C'est également les instances de concertation, les instances de sensibilisation et de prévention des conflits. C'est également voilà. Donc c'est tout cela, le cycle électoral. Absolument. Alors, on termine. En regardant le cycle, en regardant tout ça, quand il y a des problèmes, ça ne va pas dans les élections. Il faut savoir c'est quel niveau. Est-ce que c'est le système électoral? Est-ce que c'est les organes de supervision ou de contrôle? Est-ce que c'est le cadre légal? Est-ce que ce sont les opérations? Justement. Or, le fichier fait partie des opérations. Donc, c'est à ça que notre classe politique s'attaque chaque fois. Mais au niveau du dialogue de la politique, vous avez pu régler toutes ces questions-là, Djibril. Ben oui, beaucoup de ces questions, en tout cas, ont été réglées. Mais il en reste d'autres. Merci à nos invités, professeur Iba Barry, camarade Djibril Ning du Pacte, la société civile. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche.